À suivre notre prochaine table ronde, un atelier construit avec les pilotes des Assises, Muriel Olivier de la FNAD et Quentin Bellet d'Écologique. On va parler de la loi AGEC. On va faire un bilan de la loi AGEC avec nos intervenantes et intervenants. Nous allons examiner les impacts de la loi promulguée le 10 février 2020. On va faire le point sur les avancées et les défis rencontrés après 4 ans de mise en service. On va demander à nos invités si la loi a marqué une ambition forte pour une économie plus circulaire. Je vous les présente. On accueille tout d'abord Véronique Rioton. Merci d'être avec nous, Madame la députée, rapporteure de la loi AGEC. Vous allez nous dresser un premier bilan de la loi en vous appuyant sur le rapport parlementaire que vous avez rédigé, qui est basé sur 170 auditions. Donc je vous invite à nous rejoindre sur scène. Je vous demanderai si des progrès ont été réalisés et dans quel domaine et quels sont les points d'amélioration. Avec nous également deux représentants d'éco-organismes. Nous rejoignent René-Louis Perrier, le président d'Écologique, et Jean Ornin, le directeur général de Citeo. Merci à tous les deux, messieurs, d'être là. On va revenir avec vous sur le renforcement des filières de responsabilité élargie des producteurs, les REP, et leur impact concret sur le comportement des consommateurs et la gestion de nos déchets. On abordera avec vous les succès et les défis à venir, l'expansion des filières REP, la gouvernance. On parlera aussi de la gouvernance des REP et la réalité opérationnelle pour les professionnels de l'environnement avec le président de la FNAD. On accueille Antoine Bousseau. Président de la FNAD, vous allez nous partager également une analyse prospective des flux de déchets à l'horizon 2030 et 2050. Et enfin, nous rejoint pour compléter ce beau panel, Johan Lecomte, le pilote du réseau prévention et gestion des déchets chez France Nature Environnement, un acteur associatif attentif au respect de la loi et de ses objectifs. Vous allez nous livrer, Johan, votre regard sur les résultats de la loi AGEC. Merci à toutes et tous d'être présents. Donc cette table ronde est divisée en 3 temps. On va d'abord dresser le bilan, puis on parlera des attentes sur les filières REP et enfin on verra les voies d'amélioration. Alors vous pourrez bien sûr réagir via SMS et puis via des questions par le micro qui se balade dans la salle. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. On va commencer avec vous, si vous voulez bien, Madame la députée, puisque vous avez réalisé 170 auditions, donc on a envie d'avoir votre regard. Pour vous, est-ce que cette loi, elle a fait ou non bouger les lignes ? Merci pour votre invitation, je suis ravie d'être avec vous. Donc, la loi AGEC, avant de savoir si elle a fait bouger les lignes, je pense qu'il y a une précédence à la loi AGEC et qu'il y a une mobilisation des acteurs qui date d'avant 2018. Et j'ai envie de dire que c'est déjà la réussite de tous les acteurs, il doit y en avoir beaucoup dans la salle, parce que la loi AGEC, c'est finalement la retranscription législative de cette feuille de route de l'économie circulaire qui avait été pensée par l'ensemble des acteurs dans cette retranscription-là. 2020, cette loi, elle est reconnue pour avoir été structurante. Bien entendu, la ministre, ce matin, quand elle a fait la comparaison entre la réglementation française et européenne, moi, je pense que, et les acteurs qui ont été auditionnés saluent la structuration de cette loi, ce qu'elle a permis pour tous les acteurs. J'aime toujours à rappeler que l'économie circulaire, elle vise évidemment les consommateurs, les collectivités, les metteurs en marché, et que cet écosystème est en route. Donc oui, elle a fait bouger les lignes. Je dirais que certains, y compris producteurs, n'étaient pas très enclins à bouger, et que la loi, elle permet quoi ? Elle permet des changements, un diagnostic partagé, et de dire on interdit ou on accélère des choses. Donc oui, ça a fait bouger les lignes. Des secteurs entiers, à travers la mise en place notamment des REP, se sont organisés, et donc oui, elle a bougé des lignes. Bon, je ne sais pas si je m'arrête là ou si je continue un peu, mais en tout cas dire que évidemment c'est pas suffisant, que les résultats globalement ne sont pas satisfaisants, que les objectifs ne sont pas tenus, pour plein de raisons évidemment qu'on a dans
dans ce rapport d'évaluation, mais on peut dire globalement, tous les acteurs s'accordent à dire qu'entre l'amont et l'aval, c'est évidemment l'aval qui a été le mieux servi, à la fois dans les collectes et sur les solutions de recyclage, et que tout le travail qui est encore à développer, c'est toutes les questions amont, d'éco-conception. Je suis ravie d'entendre la ministre ce matin faire un focus sur un chantier lié aux ressources et à l'allongement de la vie des produits. Voilà, donc c'est ça, et en tout cas ce qu'on peut dire globalement dans ce rapport de la loi AGEC. Et puis je crois que si notre écosystème est très en avant sur les questions-là, mobilisées, tout ça, il reste quand même des écueils importants. Quand on voit qu'on a une secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire qui est nommée, en fait, dans la vie, dans les gens, dans les citoyens, on confond encore. Et je trouve que l'économie circulaire n'est pas encore connue suffisamment comme un business model qui va changer voilà, pour ceux qui me connaissent, je suis élue depuis 2017, très investie dans le développement durable et dans la majorité, voilà, plus que relative aujourd'hui, mais et on a beaucoup travaillé sur la décarbonation, on a travaillé, bon voilà. Donc je suis ravie que Agnès Pannier-Runacher dise « je serai la ministre de l'économie circulaire » parce qu'il faut qu'on accélère. Mais que les institutions ont accéléré, la loi a accéléré, les acteurs ont accéléré, et après, Johan, on parlera peut-être des consommateurs. Moi, franchement, il y a encore des sujets sur les consommateurs où il faut un peu accélérer, et pas que par l'affichage, quoi. Les changements de comportement, à un moment donné, il faut aussi qu'on arrive à contraindre plus. Enfin, voilà, je veux dire, la loi, elle permet de changer. Donc, très ouverte à continuer de travailler sur ces sujets-là. Voilà. Merci. Et on va aborder dans un deuxième temps donc, les voies d'amélioration. Donc on rentrera davantage dans le détail. Mais merci pour ce premier regard. On va faire tourner notre panel sur ce sujet, avoir votre regard. Est-ce que c'est un bilan positif, négatif, contrasté? René-Louis Perrier, comment vous le qualifiez, ce bilan? Oui, alors d'abord, qu'est-ce que c'est que... la loi AGEC a très certainement fait un changement important dans nos modes de consommation, enfin, ou va le faire. C'est vrai qu'il y a encore du travail. Alors, je rejoins totalement Madame la députée sur l'aspect économie circulaire. C'est vraiment un outil au service de l'économie circulaire. Alors, notre sujet, moi je suis éco-organisme écologique, ce sont les REP. Et effectivement, les REP, alors il y a deux points qui sont importants, il faut savoir, c'est que les REP, bon, c'est une assez ancienne histoire. Hein. Jean Ornin, qui est là pour nous parler du début d'éco-emballage dans les années 90, il n'était pas né, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui a vraiment pris son essor au début des années 2000 et qui a été poussé en Europe, hein, qui a été repris, mais avec beaucoup d'enthousiasme en France. Hein. Je pense qu'on est des champions, grâce à la loi AGEC notamment, les champions du monde des filières REP, je dirais. Mais il faut savoir que c'est aussi quelque chose qui se développe dans le monde entier. Je veux dire, l'Europe a poussé certaines REP en Europe, dont l'emballage, les équipements électriques et électroniques, les piles et accumulateurs, les VHU. Mais la France est allée au-delà, en élargissant, je dirais, le spectre des REP. Donc avant la loi AGEC, je pense que c'était le mobilier, mais on a eu les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardin, le bâtiment, enfin tout ce qui concerne le bâtiment, les emballages industriels, enfin il y a une liste, un élargissement important des filières qui permettent de prendre en compte avec cet outil, qui est un outil, je dirais, relativement récent et à nouveau qui fonctionne. Je dirais le succès mondial de la REP prouve que c'est un outil qui fonctionne, qui nous permet finalement de se positionner en France un peu en avance de phase sur le reste du monde. Bon. Ce qu'a fait la loi AGEC, en plus de la REP, je dirais, conventionnelle qu'on le connaissait, qui en fait traite une pollution. La REP, initialement, c'est responsabiliser le producteur, internaliser le coût, je dirais, de la pollution d'un produit, dans le prix du produit, et rendre le producteur responsable de ce coût. Donc finalement, avec cette idée importante,
il va prendre en charge ce coût, le coût de logistique retour, de traitement de ce produit, de revalorisation. Et normalement, il va aussi faire de l'éco-conception pour réduire cet impact environnemental. La meilleure conception et aussi, c'est très important, mieux vendre. Il y a la conception du produit est importante, la vente du produit est importante aussi. Ce qu'a fait la loi AGEC, c'est qu'elle nous a rajouté elle nous a permis d'aller plus loin encore et d'aller plus loin en amont. Alors, c'est absolument vrai que toutes ces nouveautés, alors on va parler du fonds réemploi, du fonds réparation, de l'écomodulation, sont des nouveautés qui permettent de prévenir le déchet. C'est-à-dire au lieu de traiter des déchets et d'avoir des tonnes à traiter, qui reste toujours notre objectif. Nous, notre objectif en tant qu'éco-organisme, c'est de traiter des tonnes de déchets. On a des objectifs en termes de taux de retour. C'est-à-dire vous avez des tonnes qui sont mises sur le marché, il faut avoir des tonnes en regard qui sont collectées et traitées derrière. Au-delà de ça, la loi AGEC nous demande d'agir en amont, c'est-à-dire de prévenir. Et la prévention est quelque chose d'assez nouveau. Et je l'admets, et on va reparler tout à l'heure, compliqué à mettre en œuvre dans certains cas, mais sur lequel il n'y a aucun doute que c'est la bonne direction. On n'a pas le moindre... Et les producteurs, notamment mes actionnaires, mes clients, sont tout à fait en phase avec ça. Il faut aller vers une prévention du déchet, il faut changer les modes de consommation, ça c'est fondamental. Et les producteurs, distributeurs sont des acteurs dans ce dispositif. Donc la mission des REP, c'est plus un simple nettoyage, c'est aussi une réduction à la source de la pollution. Et c'est un travail que l'on doit faire sur deux axes en fait. C'est changer finalement les modes de consommation, donc c'est un problème compliqué d'éducation du consommateur. Alors, peut-être il faut être coercitif, je suis d'accord, mais je préférerais qu'on arrive à apporter ces valeurs, je dirais, à l'ensemble de la population française, voire européenne, voire mondiale, pour qu'on évolue dans nos modes de consommation et contribuer, et ça, pour moi, c'est fondamental, à construire cette nouvelle économie. Et là, je suis complètement d'accord avec vous, une économie circulaire qui est aussi un principe économique. Économie circulaire, c'est une économie. Donc ça veut dire qu'on a une industrie, et là je pense que M. Bousseau va en reparler, une industrie de l'économie circulaire compétitive, efficace en France, qu'on peut déployer, je dirais, en France d'abord, mais dans le reste de l'Europe, voire du monde. Voilà, pour moi, c'est les deux objectifs qui sont sous-jacents à la loi AGEC et qu'on cherche à soutenir à notre niveau avec les REP. Merci. Jean Ornin, est-ce que vous avez le sentiment, comme René Luperrier, que la loi AGEC a montré la bonne direction, comme il dit ? Oui, clairement. La loi AGEC, pour moi, c'est le tournant des 3 R. Réduire, réemployer, recycler, avec des objectifs très ambitieux en matière de développement du réemploi. Alors nous, c'est les emballages ménagers, 10% d'emballages réemployés en 2027. Des taux de recyclage avec 100% d'emballages recyclables d'ici à 2030, des taux par matériaux très élevés, des taux de collecte de 90% pour les bouteilles, bientôt pour les canettes. Donc voilà, c'est fixation d'une ambition. Et pour nous, Citeo, on avait des programmes d'éco-conception, on avait démarré des programmes de réemploi, d'ailleurs ici même avec Bout à Bout dans la région nantaise. Mais en fait, pour nous, c'est un accélérateur. Avec la mise en place de moyens supplémentaires très importants. Donc si je vais prendre les grands sujets d'exécution après, parce qu'après finalement, une fois que la loi est passée, comment on agit. Et le premier pour nous, c'est le sujet de la réduction. Et le premier levier, c'est le réemploi, donc passage de l'usage unique à l'usage multiple. Et donc là, dès 2023, plus de 35 millions qui ont été engagés, c'est plus du double en 2024. Et surtout, une opération qu'on est en train de mener, donc Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, d'ici à l'été prochain, avec le développement de standards d'emballage en verre, des magasins qui vont mettre en place, et avec des marques qui vont venir prendre ces emballages standards pour leurs produits, des systèmes de consigne, des laveurs, des consommateurs qui, on espère, vont adhérer pour commencer à faire tourner un premier système de réemploi mutualisé en France. Voilà. Et il est subventionné, clairement, par l'emballage à usage unique.
Ce qui est un peu le principe de la loi, c'est que finalement, l'usage unique vient financer des nouveaux systèmes qui, au départ, ne volent pas tout seuls. Ils sont plus chers, sont plus compliqués, il n'y a pas encore de filière. Et là, on joue vraiment notre rôle de mutualisateur. Et après, dans les actions concrètes, dans le domaine du recyclage, pour nous, il y a la création des filières de recyclage sur les plastiques qui n'ont pas de solution. On a investi dans 4 centres de tri et j'espère qu'on va bientôt pouvoir parler du pot de yaourt et de la filière de recyclage du pot de yaourt, parce qu'on a pu conclure des accords avec des recycleurs. Il y en a un qui ouvre son usine à Indaver en Belgique pour pouvoir faire du pot de yaourt avec du pot de yaourt. Enfin, on est dans l'économie circulaire. Et puis après, sur d'autres sujets, le déchet abandonné. Voilà. Aujourd'hui, on a conclu des accords avec plus de 1000 collectivités. C'est 80 millions d'euros, à peu près un tiers de la population française sur des programmes. Ici, dans la métropole de Nantes, c'est 2,5 millions d'euros par an qui sont consacrés à ce sujet. La collecte hors foyer, dont on a beaucoup parlé dans les débats, et 100 millions d'euros qui sont consacrés à ce sujet. Voilà, donc c'est tout ça. Après les objectifs en matière, en particulier de taux de recyclage par matériaux, sont super élevés. L'enjeu de la loi, c'était aussi de dire en 10 ans, on va faire ce qu'on a fait dans les 30 ans qui sont passés. Et là, on voit bien qu'on a un sujet de levier. Donc, alors on peut parler de sanctions, etc. Moi, j'aime bien. Moi, effectivement, nous, on a plutôt milité pour des mécanismes incitatifs, donc incitatifs du citoyen, tarification, des systèmes de consigne qui soient pour réemploi ou pour recyclage, peu importe. En fait, c'est ces systèmes-là qui incitent finalement nos concitoyens finalement à donner de la valeur à ce qu'ils ont entre les mains à leur emballage et à pouvoir le remettre dans une économie circulaire qui soit lavée pour revenir dans le circuit ou qui soit recyclé. En tout cas, on a ces choses-là encore à mener et la pente, elle est raide. Et je le dis, on n'y est pas aujourd'hui. Voilà, on n'y est pas et on sait tous qu'à un moment donné, on a besoin de rediscuter de l'ensemble de ces leviers. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'être à la hauteur des ambitions? Et pour terminer, moi qui me suis baladé aussi un peu, j'étais très fier de mon pays parce que c'est vrai que je trouve que la France porte une ambition qui est tout à fait intéressante au niveau européen et même au niveau mondial dans le cadre de lutte contre le traité de lutte contre la pollution des plastiques. Et du coup, je trouve que c'est cette position qui est tout à fait intéressante. Après, à nous, là je rejoins après ce que souvent dit Véronique, moi ce que je dis, c'est qu'on a un sujet d'exécution, nous. C'est qu'on est ambitieux, il faut qu'on exécute, il faut qu'on fasse les choses. Voilà, je pense qu'on a tous envie, tous autant, tout le monde autour de cette salle. Voilà. Merci Jean. Antoine Bousseau, est-ce qu'on est, comme le dit Jean, face à un tournant des 3 R, que cette loi AGEC a été un moment d'accélération? Oui, en tout cas, elle est ambitieuse dans ses taux de recyclage, elle est ambitieuse dans les délais qui sont donnés, mais comme l'a dit la députée, elle a pris déjà le train en marche. C'est-à-dire que beaucoup de choses étaient parties et les opérateurs des déchets étaient déjà très dans ce mode de transformation, gestion des déchets. Ce qu'on peut se dire, c'est que on a fait, dans le cadre d'une vision loi bas carbone sur 2030-2050, il y a 3 ans, une prospective de ce qu'allaient devenir les déchets, pour voir à quelle vitesse, justement, le modèle se transformait, en intégrant en particulier tous les objectifs de la loi AGEC, l'apparition d'un certain nombre de REP, l'apparition d'un certain nombre de tri à la source, comme les biodéchets. Et je vais pouvoir vous partager un scoop. Ce qu'on a dit à l'époque, déjà, avait rendu un certain nombre de personnes un peu crédules, en disant, voilà, vous avez en tête en particulier dans les grands objectifs de transformation des déchets que la France s'est promis entre 2010 et 2025 de diviser par 2 la mise en décharge des déchets. On ne dit plus décharge, en ISDND. Et donc, en fait, force est de constater qu'on a fait le bilan en 2021 qu'entre 2010 et 2021, ce n'était pas passé grand-chose. Il y a une baisse très lente de moins de 2% par an de la mise en décharge. Et on a dit que tout ça va s'accélérer et on va même finir en 2050 à très peu, à 5%, moins de 55% de mise en décharge. Donc en gros, la totalité des déchets valorisés ou en énergie ou en recyclage matière. Et avec un passage qu'on estimait à l'époque, vers 2027-2028, du divisé par 2. Donc mon scoop, puisqu'on est en train de refaire nos calculs. Alors j'ai entendu la ministre qui a dit qu'elle était très heureuse de pouvoir annoncer qu'on a fait moins 30% en 2023. Je vous annonce
que nos prévisions disent qu'on fera moins 50% en 2025. On y sera. Tout s'accélère très vite. Donc le besoin de décharge et donc de non-valorisation de déchets ou de vision de déchets ultimes s'accélère. Alors force est de constater, évidemment, avec la mise en place, et on y reviendra, de REP, dont je ne partage pas tout à fait le bilan champion du monde, mais on y reviendra sur l'efficacité, etc. Sur l'intérêt, oui. Sur l'efficacité, on y reviendra évidemment dans les débats après. Mais aussi sur la vision amont. Ça fait des années que les opérateurs, par exemple du déchet, sont très engagés avec les collectivités sur des modèles de contrats de performance où on accepte d'avoir des bonus-malus en fonction du tri à la source et donc du conseil du citoyen, de la mise en valeur des déchetteries qui sont pas assez mises en valeur, je trouve c'est un point essentiel et pour les REP aussi de tri des déchets. Et donc on est sur une transformation qui s'accélère. Pour vous dire combien nous sommes impliqués dans cette vision-là, le congrès de la FNAD, et vous y étiez Olivier, cette année était sur le citoyen et en particulier l'évolution du comportement du citoyen pour que les opérateurs du déchet comprennent mieux, et Jean est revenu sur pas mal de messages qu'on fait passer aussi, parce qu'évidemment le gain est là, c'est le tri à la source, c'est le réemploi, etc. Donc on est complètement dans cette vision-là. Je ne vais pas prendre plus de temps, si ce n'est que ce message très fort, le changement, il est déjà très puissant, pas assez vertueux. On reviendra évidemment sur les taux de réincorporation, l'éco-conception, etc. Merci Johan. Pour France Nature Environnement, on a envie de savoir un petit peu quel est votre regard critique. Alors je posais la question, comment on pouvait qualifier ce bilan? Comment on qualifie ce bilan chez FNE alors? Merci beaucoup d'abord de nous avoir invités à cette table ronde. Vous savez, FNE, c'est le petit hérisson, là, c'est cet animal qui pique un petit peu, donc on va jouer à celui qui pique un peu. On va d'abord peut-être, Madame la Ministre, tout à l'heure nous a parlé du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Alors le verre à moitié plein, c'est que la loi GEC, c'est bien qu'elle ait existé. Merci Madame la députée. Voilà. Et de ce côté-là, je dirais, c'est indiscutable, il y a des progrès. Par contre, on va aussi regarder le verre à moitié plein, à moitié vide. Et sur le verre à moitié vide, là, on peut quand même être un peu frustré et même être un peu fâché. Enfin, je dirais, c'est que aujourd'hui, il y a quand même si j'entends que beaucoup d'entreprises ont pris le virage, sont engagées effectivement dans cette dynamique de la transition écologique. Force est de constater qu'il y a quand même eu beaucoup de lobbying pour rogner les ailes de cette loi. Je fais allusion très concrètement, par exemple, à toutes les exemptions qui ont eu lieu sur les emballages de fruits et légumes, par exemple. Au départ, on peut comprendre que certains fruits et légumes nécessitent un certain type d'emballage. Par contre, je dirais les exemptions sont beaucoup trop nombreuses. Ce que je constate aussi, c'est qu'il manque, à mon avis, beaucoup de contrôle de l'État notamment. Il suffit de regarder les histoires de sacs en plastique notamment. Enfin, si vous, j'ai eu l'occasion de manger dans une boutique à emporter il y a 2 jours. On m'a servi le truc dans un plat en polystyrène, alors qu'en fait tous ces emballages-là devraient totalement disparaître. Enfin, c'est pas acceptable de continuer ça, quoi. Donc là, je dirais, ok, des progrès, oui, mais une avancée trop lente. Et même si le train est parti, on n'est pas dans un TGV aujourd'hui. La vitesse, elle n'est pas au rendez-vous, la vitesse. Donc là, il faut quand même réussir à aller plus vite. Et puis, je voudrais parler 2 secondes des consommateurs. Alors, on y reviendra sur les consommateurs dans la deuxième question. Mais quand même, c'est un vrai sujet. On entend beaucoup de travail qui est fait côté entreprise sur l'éco-conception, la réduction, etc. Mais la prévention et la réduction des déchets, elle n'est pas là aujourd'hui. Et pourquoi elle n'est pas là ? Parce que, à mon avis, il y a tout un pan qui est complètement oublié dans cette histoire, c'est le commerce. Et aujourd'hui, faites vos courses demain matin, vous verrez que la pression consumériste, elle est là. On vous incite à acheter tout et n'importe quoi de façon totalement inconsidérée et en tout cas incompatible avec la transition écologique. Donc de ce côté-là, pour moi, la distribution, les publicitaires ont un rôle à jouer qu'ils ne jouent pas aujourd'hui en tout cas. Ou en tout cas, un certain nombre d'entre eux ne le jouent pas.
Donc pour moi, ça, c'est le côté qui quand même nous frustre tout à fait. Et puis pour terminer sur cette première partie, je pense qu'en matière de compréhension des consignes de tri, on est dans un désastre. Discuter autour de vous. Enfin, moi, je ne fais pas un repas sans discuter avec la famille, avec les copains, avec les voisins. Et à chaque fois, j'ai le droit. Alors, c'est peut-être aussi lié à mon passé, hein, j'en sais rien. Mais à chaque fois, j'ai le droit à une discussion sur les consignes de tri. Mais alors, personne ne comprend les consignes de tri. Et quand je dis ça, c'est pas seulement sur les emballages. C'est vrai sur les emballages, hein. Monsieur le directeur général, sur les emballages, alors, personne n'a rien compris. Et alors, c'est encore plus vrai pour tous les autres produits. Et le côté, quand même, du verre à moitié plein, c'est que je suis retraité, donc j'ai un petit peu plus de temps qu'avant. C'est très relatif, hein. Mais j'ai un peu plus de temps qu'avant. J'ai eu l'occasion donc de me balader un petit peu en Europe. Vous savez, avec un petit van, un petit machin, là, en roulant voilà, à la routarde, là, c'est très sympa. J'ai traversé le nord de l'Europe, notamment. J'ai traversé une partie du sud. Mais quel bazar! Mais quel bazar! Alors, pour le coup, je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait en France, hein, franchement. J'ai traversé la Suède, le Danemark, le nord de l'Allemagne, la Hollande et la Belgique. Mais alors, les consignes de tri, les couleurs de bac, les catégories à trier, etc., mais c'est un vrai bazar, hein. Un vrai bazar, et tous les 20 km ça change, avec des couleurs totalement surprenantes d'ailleurs. Donc quand on parlait de l'uniformisation des couleurs des récipients des bacs de tri, là, avec le nord de l'Europe, c'est franchement un grand bazar. Donc en tout cas, on n'a pas à rougir de ça, voilà. Mais ça va passer vite. Voilà. Bon, merci. Puisque vous avez commencé à décocher quelques flèches, on va continuer un petit peu sur ce train-là. Antoine Bousseau, vous avez un sujet qui vous pique, c'est les REP. Alors autant qu'on en parle tout de suite. Oui, ça me pique. En fait, là où je rejoins l'intervention des deux éco-organismes, je trouve que la REP est une bonne solution, dans le sens où on a besoin, à un moment, quand on veut recycler une matière, de mieux collecter cette matière, de massifier cette matière pour l'amener effectivement qui aux usines, qui au tri, etc., qui permet après son recyclage. Et d'autant plus facile si l'ensemble de ce cycle-là est déjà payé par la matière elle-même mise en marché. Donc effectivement, je ne sais pas qui a inventé ce système-là, mais en tout cas, il est bon. Il est bon. Après, ce que je regrette, en particulier dans l'application de la loi AGEC telle qu'elle a été faite dans la suite, c'est que c'est devenu le Graal. Et entre une bonne idée et un Graal, il y a une différence, c'est-à-dire que dès qu'on avait un problème, l'administration française, le gouvernement, les ministères, je sens que je ne vais pas ressortir vivant de cette salle, se sont dit, on va faire une REP. Et donc de là, effectivement, la France est devenue champion du monde du nombre de REP, sans être sûr que c'était vraiment la meilleure solution. Et avec la multiplication qui vient, les REP qui doivent peser un peu plus de 2 milliards actuellement d'euros de fonctionnement, je n'ai pas des chiffres à jour, pourrait passer à 7 milliards. 7 milliards pour 70 millions de Français, 100 euros par habitant, 500 euros pour une famille d'habitants. En fait, c'est une nouvelle TVA, quasiment. Enfin, bref. Et sans être persuadé qu'elle soit efficace jusqu'au bout. Et nous, ce qu'on ressent comme opérateur, outre le fait qu'évidemment, on a du mal en tant qu'opérateur, nous, à être en direct, d'ailleurs, pouvoir s'exprimer en termes d'innovation, de transformation, d'idées. Il y a des choses où on pourrait aller plus vite sur le taux de réincorporation, etc., d'être un peu bipassé ou mis de côté sur ces réflexions-là. En fait, on n'est pas sûr de l'efficacité à la fin. C'est-à-dire, on est sûr de l'efficacité d'un modèle où, encore une fois, on massifie et on met en place des moyens de financement pour recycler. On n'est pas sûr que ça marche pour tous. Les REP à venir, en fait, on a fait les REP entre guillemets faciles. Enfin, les REP de l'éco... des 3E, les REP de collecte de verre, des poubelles jaunes des collectivités sont entre guillemets relativement faciles parce qu'à l'origine, le producteur de déchets est déjà plus ou moins organisé et avec un déchet plus ou moins simple. Les REP à venir, la REP restauration, les REP emballage, commerce, etc., mais c'est d'une complexité folle. Et est-ce qu'on est bien sûr que ça va donner le résultat? Première grande question sur l'avenir. Et puis deuxième question qui fait qu'on a demandé finalement une mission d'évaluation des REP, c'est
mais j'entends l'évolution dans les discours en particulier de gens. Est-ce qu'elles ont fait le job? C'est-à-dire que oui, elles ont fait le job sur la massification, oui, elles ont fait le job pour monter le financement, pour permettre en place des filières. Il y a de très belles filières sur par exemple avec Citeo, sur le papier plastique, on ne peut pas dire l'inverse. Les centres de tri, avec des grandes dimensions, des grandes performances, tout ça a été mis en place par cette filière-là. Mais est-ce qu'elle a fait le job, par exemple, sur l'amont? Enfin, nous, désolé, on est critiques. Je ne pense pas. Je pense que le travail sur le tri à la source, sur l'éco-conception, sur la prévention, etc., qui revenait aussi dans la performance globale de cette filière à l'éco-organisme, n'a pas été mené de notre part. Et puis, encore une fois, les filières qu'on cite à venir, ou mises en place récemment, PMCB, etc., enfin, on a des vrais doutes sur la... Donc, nous, on a demandé cette mission d'évaluation, non pas contre les REP, mais pour être sûr que les REP, il fallait évaluer ce qui avait été fait et que les REP à venir étaient bien adaptés. Et que la gouvernance, c'est-à-dire est-ce qu'on allait tous s'y retrouver et on allait tous se mettre ensemble vraiment pour y travailler. Juste si je suis aussi critique sur notre non-participation en tant qu'opérateur dans les REP, c'est que c'est du vécu tous les jours. Il y a des organismes qui s'appellent CIFREP, etc. En fait, nous, on donne un avis, on donnerait notre avis, on ne le donnerait pas. Sincèrement, on a le sentiment que ça ne sert à rien. Voilà, donc j'en fais pas plus parce que je pense que sur la mission on y reviendra, mais en tout cas c'est pourquoi il y a un an on a demandé à ce que cette mission ait lieu. Je pense qu'on n'était pas les seuls, on est ravis qu'elle ait eu lieu et on est quasiment aligné sur toutes les phases du rapport. Merci Antoine Bousseau. C'est tout l'intérêt de ces assises nationales des déchets. On pose le débat et là, il y a un vrai sujet. On va demander aux organismes de réagir. Peut-être Jean Ornin d'abord. Antoine dit, alors quid de l'efficacité des REP? Est-ce qu'elles ont fait le job, notamment sur l'amont? Pas totalement, non, c'est sûr. Enfin, je veux dire, on est là pour se dire les choses. Donc... Alors moi, je vais dire que je n'ai pas créé la REP, mais j'aime la REP. Je ne peux pas imaginer qu'une entreprise mette un produit sur un marché sans en assumer la responsabilité environnementale. Voilà. Je veux pas revenir au discours de Marseille d'Antoine Riboud qui a dit « La responsabilité environnementale des entreprises ne s'arrête pas aux portes des bureaux et des usines ». Donc je suis profondément convaincu que c'est un système efficace. Et d'ailleurs, c'est un système tellement efficace qu'il a fait des petits partout en Europe. Il fait partie des solutions identifiées par... les Nations Unies comme étant un levier majeur de lutte contre les pollutions. Voilà. Après, est-ce qu'il est le Graal? Non. Est-ce qu'il est magique? Non. Est-ce qu'il est la seule solution? Non. Voilà. Parfois, les interdictions, on l'a vu sur les couverts en plastique, etc., ça fait le job. Je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas effectivement faire de la REP à tout faire. Il faut s'en méfier aussi, puisque finalement, c'est une responsabilité. Et là où je vais rejoindre Antoine, nous, ce qu'on constate, effectivement, qu'il y a une certaine décorrélation entre la performance environnementale et les moyens qui sont consentis. Alors moi, je vais parler pour ma paroisse. Moi, il y a 5 ans, c'était 700 millions. Aujourd'hui, c'est 1,3 milliard. Est-ce que pour autant, la performance a augmenté de la même façon? Non. Donc en fait, on a bien ce sujet-là et qui est souligné par la mission interministérielle. Comment on a de la corrélation entre l'argent qui est consenti, qui est quand même payé à la fin, par nous, soit comme consommateurs, soit comme concitoyens, mais en tout cas, c'est nous qui payons à la fin. Et donc, on a ce sujet d'efficience, je trouve, en tout cas, qui est posé. Et en tout cas, nous, on souhaite aussi que, finalement, on traite ce sujet d'efficience. Et donc, on sera partie prenante de ces réflexions. Et après, juste pour ne pas être trop long, pour revenir à la partie dite, oui, amont. Alors, c'est vrai que nous, on a été... chez Citeo, ça fait longtemps, et les gens s'en souviennent qu'il y avait de l'éco-conception, il y avait des choses, etc. Mais le sujet de la réduction, quand on regarde aujourd'hui les cartons, parce que le plastique, à la limite, le gisement dans l'emballage ménager par habitant, il est relativement stable. Mais les cartons, c'est l'explosion. Et on voit bien que nos modes de consommation sont un peu orthogonaux avec des objectifs de réduction. Plus des entreprises qui switchent du plastique au carton au verre et donc qui augmentent finalement le poids des emballages là où on doit les réduire. Donc c'est exact. Alors nous, on a des gros programmes d'optimisation, on fait des plans de prévention, on commence là à toucher, on va avoir des secteurs d'activité pour dire est-ce qu'on peut changer les fonctionnalités de l'emballage.
la fonctionnalité, c'est-à-dire comment est-ce que finalement, alors c'est passé d'un produit liquide à un produit, enfin, ça va toucher à ça, hein, parce que l'emballage, je rappelle, a quand même une fonction. et donc, voilà. Plus, je l'ai dit tout à l'heure, le réemploi. Enfin, je veux dire, le réemploi, pour nous, c'est vraiment un des axes majeurs de la réduction. Mais pour terminer, sur le fait qu'il est intéressant, en tout cas nous, dans la filière emballage ménager, qui est un peu particulière parce qu'elle est très financière, effectivement, on voit bien qu'on a ce sujet de... moi, j'ai des entreprises qui me disent, Jean, on paye de plus en plus, mais où sont les... Voilà, qu'est-ce que tu fais là? Où sont les performances? On voit bien que les collectivités ne sont pas plus heureuses non plus forcément du système, et qu'on aurait intérêt à reposer un peu les bases de qui est responsable de quoi là-dedans, hein. Est-ce que finalement, est-ce que je suis finalement une grosse obligation de moyens? Bon, on se le dit, hein, ça se rapproche plus de la taxe que de la responsabilité. Ou est-ce que finalement, j'ai plus une responsabilité, plus orientée solution, mais à ce moment-là, il faut me détacher du radiateur pour que je puisse bouger. Et en fait, on est dans ce débat, et moi je le trouve très bien, en fait, parce que c'est normal. Ça fait 30 et quelques années, hein, on s'en souvient, enfin... tu t'en souviens de la création des co-emballages, etc. C'est normal qu'à un moment donné, on puisse se dire, au bout de 30 ans, peut-être on peut reposer un peu le système. Moi, j'appelle ça le système de jeu. Je suis un ancien sportif, finalement, en prenant en compte la performance qu'on doit atteindre, les enjeux des uns et des autres. Bon, eux, les opérateurs, ils ont besoin de visibilité sur leurs investissements pour pouvoir investir. Des élus que moi je croise tous les jours ont besoin à un moment donné d'une sécurité financière, là où aujourd'hui ils sont plus en insécurité. Les entreprises, nous on a une responsabilité, on peut l'assumer. En plus, si on doit être sanctionné demain, parce que c'est un peu dans l'air du temps, en plus en disant les gars, on vous attend sur les résultats. Moi, je veux bien être attendu sur les résultats. Mais si vous m'attendez sur les résultats, me collez pas 200 trucs dans un cahier des charges, hein, parce que finalement aujourd'hui, je respecte 100% de mes obligations. J'ai des contrôles périodiques, tous les 2 ans. Voilà, j'ai 200 obligations, j'ai un taux d'atteinte de 97%, donc on me contrôle. On est hyper contrôlé. On a un contrôleur d'État, on a des comités des parties prenantes, je m'arrête. Mais en fait, le sujet, mais on ne contrôle pas l'efficacité. On contrôle bien que j'ai fait ce que j'avais à faire, et je vous promets que je le fais. Et on est très engagé chez Citeo pour faire ça, mais en tout cas, on est preneur de ce débat entre finalement responsabilité, obligation de moyens, obligation de résultats, qui fait quoi là-dedans, en prenant en considération à chaque fois les enjeux des parties prenantes, hein, metteurs en marché, collectivités, opérateurs, l'État qui à un moment donné peut-être aussi un enjeu, on le voit bien, la difficulté de l'État d'administrer. Est-ce qu'il faut administrer tout ça ou est-ce qu'il faut plus responsabiliser? Voilà. Bon, je m'arrête parce que je vais être un peu long, désolé. Non, mais le débat est passionnant. On va vous inviter à réagir, à rentrer dans le débat. On va finir le tour de table avec Johan, René-Louis, Johan et Véronique. Il s'est dit beaucoup de choses, c'est passionnant. René-Louis, donc Jean disait à l'instant, il y a un sujet d'efficience sur les REP. On pourrait aussi parler de gouvernance, hein. Il y a des critiques sur la gouvernance. Les parties prenantes disent aussi qu'elles ne sont pas suffisamment parties prenantes. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ces critiques? Oui, donc il y a un rapport de la mission d'inspection générale, hein, qui exprime le fait qu'effectivement qu'il y a un problème de gouvernance des filières REP. J'insiste sur la notion que c'est un problème de gouvernance de la filière parce que, alors bien sûr c'est mon point de vue, mais je pense que c'est un problème de gouvernance des filières, pas forcément un problème de gouvernance des éco-organismes au sein des filières. Il y a 3 problèmes qu'il faut qu'on résolve avec les filières. Jean y a fait allusion. Et la première chose, ce sont les objectifs. On a des objectifs qui sont fixés par nos cahiers des charges, des objectifs environnementaux, qui sont aujourd'hui, je dirais, de mon point de vue, trop politiques, pas assez techniques. Il faudrait, et c'est là où intervient ces notions d'analyse d'impact, il faudrait savoir précisément combien ça coûte de mettre en œuvre une telle mesure, quel est l'effet environnemental, quel est le bénéfice pour l'industrie circulaire qu'on cherche à développer, etc. Comment ça va fonctionner en termes opérationnels sur le terrain. C'est tout ça qu'il faut qu'on mette en place, qu'on étudie avant qu'on ait ces cahiers des charges qui tombent. En général, c'est dans les 3 derniers mois de l'année pour un agrément sur le 1er janvier de l'année suivante. Au-delà de l'objectif, on a besoin de temps, hein. On a dit qu'effectivement, et la loi AGEC a défini le fait qu'on devait travailler sur la prévention. On a des dispositifs radicalement nouveaux à mettre en place sur la filière 3E, sur les filières des fonds réparation.
ce que j'appelle la supermodulation, des modulations qui sont proportionnelles au prix du produit, non pas à la contribution. C'est des montants mais colossaux, c'est des centaines de millions d'euros que l'on manipule chaque année en fait sur ces objets. Et je rappelle, on a eu un cahier des charges 3 mois avant sa mise en œuvre, et dès la première année sur la filière 3E, on devait soutenir à hauteur de 20 millions les réparateurs. On est en retard, on n'a pas su mettre en place ces outils aussi rapidement que prévu, parce que justement on n'a pas cette notion d'objectif incrémental étudié avec l'ensemble des parties prenantes en termes de leurs impacts environnementaux et les conséquences économiques pour la société, parce que c'est la société française qui paye tout ça. Et ça, moi je pense que c'est le premier sujet qu'il faut qu'on résolve en fait. Et la gouvernance des filières REP, elle doit passer d'abord par ce travail sur les objectifs des éco-organismes et leur traduction incrémentale annuelle sur notre fonctionnement. Et si on fonctionne comme ça, il n'y aura plus cette situation un peu paradoxale où on est accusé, Madame la députée nous l'a dit, de ne pas atteindre les objectifs, alors que, sincèrement, enfin, je parle pour ma paroisse, on fait tous les efforts, les producteurs qui sont derrière nous font tous les efforts pour essayer de respecter ces objectifs. Mais quelquefois, il y a des obstacles techniques, il y a des problèmes de mise en œuvre, et puis il faut éviter des gaspillages. On peut toujours pousser de l'argent par les fenêtres, mais ce ne sera pas efficace, et on risque simplement de faire un gaspillage qui sera vraiment totalement contre-productif, notamment pour l'environnement. Le deuxième sujet, on en a parlé, c'est effectivement toutes nos interactions, et notamment avec les opérateurs, mais aussi avec tous les bénéficiaires, les collectivités territoriales, avec l'économie sociale et solidaire, avec les réparateurs maintenant, puisqu'on a ce nouveau type d'interlocuteur que l'on soutient. Il nous faut des lignes directrices. Il faut qu'on fonctionne avec une structure qui nous permet de définir la bonne stratégie. Je comprends parfaitement quand les opérateurs nous disent « ben non, nous on est sur le terrain tous les jours, on sait ce que c'est que, je dirais, traiter des déchets. On le sait mieux que vous. » Et ça, j'en conviens, mais totalement. On ne veut certainement pas se supplanter aux opérateurs dans ce domaine. On sait qu'on n'a pas la compétence. Et pourtant, effectivement, c'est nous qui définissons des stratégies, c'est nous qui orientons les flux financiers. Il faut qu'on mette en place la structure de gouvernance qui permette finalement j'appelle ça de définir ces lignes directrices. On avait ça sur la période d'agrément précédente. On avait commencé à construire ce dispositif. Ça fonctionnait. Ça a été cassé. Il faut le dire brutalement. Ça a été cassé avec la nouvelle période d'agrément à partir de 2022, où, pour des raisons un peu mystérieuses, on a je dirais, dispersé les dispositifs qui étaient en place à l'époque. Donc, ce deuxième sujet, c'est vraiment fondamental. Il faut qu'on ait un cadre de discussion stratégique avec les opérateurs de logistique et de traitement des déchets, avec l'économie sociale et solidaire, avec les collectivités territoriales, etc. Et il y a un troisième sujet qui est important, c'est que la REP, c'est un transfert de responsabilité. C'est-à-dire que l'État, les pouvoirs publics, ont confié à des structures de droit privé, les metteurs sur le marché, une obligation de faire, en fait, ou de financer dans certains cas. Mais vous êtes face à des structures privées. Je veux dire, la concurrence, et elle s'est mise en place de manière assez rapide et presque sauvage sur le PMCB, sur le bâtiment, la concurrence est inévitable. Sur les VHU, vous avez des solutions individuelles. C'est la concurrence ultime pour une filière REP, les systèmes individuels. Chacun se met en place pour soi-même, en fait. Mais c'est normal. Ce sont des structures privées qui répondent à une obligation. Et ça, on ne pourra pas l'éviter. Et pareil, il faut que l'État se prenne en main et mette un cadre pour gérer cette concurrence-là régulée. Aujourd'hui, ce que j'ai entendu, parce que j'ai ce problème la filière 3E est concurrentielle depuis le début, donc c'est une difficulté qu'on a surmontée avec le temps, ça fait 20 ans quasiment, mais je dois dire qu'on n'a jamais été réellement aidé par les pouvoirs publics là-dessus. Et je pense qu'il y a des sujets que l'on pourrait... Il y a besoin d'un arbitrage, d'un arbitre sur certains sujets. Ça permettrait d'accélérer certaines décisions, de faciliter les relations avec les opérateurs dans certains cas. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut que l'on règle sur ces sujets. Donc, si on règle ces trois problèmes, les filières REP fonctionneront parfaitement dans le modèle
quasiment identique à celui qu'on a aujourd'hui, mais il faut régler ces problèmes. Alors on parle d'instances d'autorité Alors, indépendante, ouais, etc. justement, on va en parler, René Perrier, parce qu'on a Madame la députée qui a travaillé sur ces questions. René Perrier parle de structure, de gouvernance, d'un besoin d'arbitre, de cadre. Vous avez proposé, hein, dans le cadre de ce rapport d'évaluation, vous avez proposé la création d'une instance de régulation. Quel serait l'intérêt de cette instance? Comment vous l'imaginez? Quand on a fait le rapport, il y avait la mission d'évaluation qui était en cours de réalisation en même temps. Et donc, du coup, avec le co-rapporteur Stéphane Delautrette, on a plutôt fait l'analyse de ce qu'on vient de se dire là et des préconisations en termes de fonction et de mission, à quels besoins cette autorité devrait répondre sans en faire la préconisation particulière. Donc, moi, à mon avis, j'ai plusieurs choses à dire sur les REP. Oui, ça marche. Et non, c'est pas suffisamment efficace. Voilà, enfin, on résume un peu comme ça. Oui, assez fier d'avoir mis le fonctionnement des REP. Moi, j'ai eu une illustration. À l'époque, en 2020, bâtiment et pas sous REP. En gros, les acteurs, si vous êtes dans la salle, on se rappellera nos débats, c'était en gros, vous nous foutez la paix, on y va y arriver. Et dans les débats, on n'a pas eu la certitude qu'il y avait une volonté d'y aller. On a dit, bon, bah, dont acte, donc on y va. Franchement, je salue le monde du bâtiment depuis dans la capacité à se mettre en route. Le fait qu'il y ait de la concurrence, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas, et je pense que ce sera un des sujets sur lesquels nous devrons évaluer l'efficacité d'un système concurrentiel ou pas concurrentiel. On voit bien que sur les VHU, il y a quand même, c'est un peu déconnant. Enfin, moi, comme ça, bon, voilà. Une fois que j'ai dit ça, il faut objectiver. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et donc, pour les filières REP, l'objectif, c'était de dire, puisqu'il n'y a pas suffisamment d'efficacité, finalement, l'État, il est là à un moment donné dans la définition des cahiers des charges, puis après, il s'en va, et qu'on ait fait les objectifs, qu'on ait contrôlé, pas sanctionné. Donc, nous, ce qu'on a recommandé, c'est le principe même de quelque chose à évaluer, sanctionner, voilà. Et on avait fait la proposition de ne pas créer un énième théodule, commission, mais que ce soit une fonction qui soit dédiée à l'agence qui existe déjà. Voilà un peu nos recommandations qui vont un peu dans le sens de ce qu'a dit aussi la mission sur la gouvernance des REP. La ministre a ça dans sa feuille de route. Voilà. En tout cas, il faudra évidemment qu'on puisse avancer sur le sujet. Voilà, pour les REP. Merci. Johan, je vous ai vu écouter, vous avez envie de réagir. Donc on voit bien que ces REP, c'est un véritable levier pour la transition, mais on pourra aller plus loin, ça va pas assez vite. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'abord, France Nature Environnement a soutenu la création des REP dès l'origine en 91, 92 et qui ont abouti en 93. Je dirais le constat de dire le modèle de la REP, oui c'est bien, mais c'est pas assez efficace, c'est clair. Et je voudrais aborder trois sujets un peu différents. D'abord le sujet de la... alors sans totalement rentrer dans la gouvernance, mais je pense que les éco-organismes ne sont pas des entreprises comme les autres. Et je pense qu'il faut arrêter de penser que les éco-organismes, je pense qu'elles auraient besoin d'un statut à part entière, parce qu'on n'est pas dans un mécanisme économique classique avec une entreprise qui produit, avec des clients et des fournisseurs. Et quand on regarde Éco-emballage dans ses premières années, 92 à 96, 97, elle ne fonctionnait pas comme ça. Et aujourd'hui, elle s'est transformée. Et je pense que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Je pense que la relation entre les partenaires, elle doit rester très, très partenariale, très coopérative. Et pas seulement, entre guillemets, avec une relation client-fournisseur, comme c'est devenu aujourd'hui. En tout cas, pour un certain nombre d'entre elles. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que les cotisations, enfin le mécanisme de cotisation avec ces bonus-malus, aujourd'hui, n'est pas suffisamment discriminant, ni connu du consommateur, pour avoir un réel effet de choix sur le consommateur. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire du commerce, hein, mais rien que ça, aujourd'hui,
Il n'y a pas longtemps, il faut être un peu concret, hein, donc il n'y a pas longtemps, moi j'ai dû changer de lave-vaisselle. Eh ben, je suis désolé, hein. Moi je suis allé dans le commerce pour essayer de comprendre, etc. Mais alors jamais on m'a parlé quasiment de transition écologique, d'intérêt sur le rapport qualité-prix, etc. Enfin, on m'a bassiné avec des fonctions dont je n'avais pas besoin. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça lave ma vaisselle, hein. J'ai pas besoin de 40 000 programmes, mais jamais on m'a mis en exergue le fait que peut-être qu'en choisissant celui-là, il durerait 2 fois plus longtemps, que finalement il y aurait un impact écologique plus important, enfin, etc. Donc ça voilà. Donc ça c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est que moi je ne comprends pas aujourd'hui qu'on n'ait pas encore totalement interdit un produit qui n'est pas de filière de recyclage et ou de réparation selon les produits dont on parle. Et je pense que ça, c'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire que, encore une fois, je pense que dans les REP, les éco-organismes ne doivent pas seulement être responsables du financement, elles doivent avoir une responsabilité totale et entière sur la fin de vie de leurs produits. Totale et entière. Et pas seulement de financer. Et pour certaines d'entre elles, c'est le cas, mais pour d'autres, ça n'est pas le cas. Et je pense qu'on aurait beaucoup des problèmes qui ont été soulevés récemment dans la presse qui n'existeraient pas si on était dans une application de ce type-là. Alors évidemment, ça pose des tas de problèmes. Ça pose des tas de problèmes avec le secteur marchand qui existe, avec le secteur de récupération, de recyclage qui existe. Donc ça, il faudra évidemment en tenir compte. Mais je pense que c'est quand même un vrai sujet. La responsabilité élargie du producteur, elle doit aller jusqu'à la fin de vie du produit. Ça n'est pas encore le cas sur toutes les filières, comme je l'ai dit. Et puis, dernier sujet, les fonds réparation. Les fonds réparation, aujourd'hui, alors on ne peut que se féliciter de leur création, pour ceux qui existent, mais ils ne sont pas suffisamment importants. Et surtout, je pense qu'il faut prendre un peu de recul sur ce dispositif, parce qu'il faut à la fois faciliter l'accès. Petit exemple, hein, moi je suis allé chez mon réparateur parce que j'ai mon four qui marche plus, donc je suis allé voir, donc décidément mon entre le réparateur. lave-vaisselle et le four. Bah ouais, j'ai pas de chance. Hein. Bon, ils avaient tous plus de 20 ans. Hein. Ah bah voilà. Quand même. Hein. Ils avaient tous plus de 20 Bravo. ans. Ceci étant, mon petit réparateur, il m'a bricolé mon four pour qu'il continue à marcher. Alors je lui dis, au fait, vous avez intégré les histoires de bonus réparation, etc. Elle me dit, bah non, vous vous rendez pas compte. Il me dit, mais quoi que j'ai que ça à faire. C'est tellement compliqué, jamais j'irai. Jamais j'irai. Voilà. Donc là, on a un problème d'accès, on a un problème de formation, d'aide aux petites entreprises à la fois pour accéder à ça, mais aussi pour s'installer, tout simplement. Et puis je pense qu'il y a besoin d'un vrai plan de développement du métier de la réparation. Ceux qui connaissent les statistiques savent qu'on est aujourd'hui, je ne sais plus, on parlait de je ne sais plus combien d'emplois, 3000 emplois, je crois, sur la réparation, là où on en avait 10 fois plus il y a 30 ans. Donc on a un vrai problème. Et là, c'est toute une filière à complètement reconcevoir. Et pour ça, eh ben, les fonds, aujourd'hui, ne sont pas suffisants. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Jean, vous pouvez réagir très brièvement, comme ça laisse le temps au micro d'arriver vers les personnes qui souhaitent réagir, partager un témoignage, poser des questions, puisqu'on est dans un débat passionnant. Et il y a beaucoup de questions qui sont tombées par SMS, j'en ai noté quelques-unes, donc je vous inviterai, si vous voulez en sélectionner, de prendre également le micro. Alors, on vous invite à réagir, et puis le micro vient vers vous. Jean, brièvement. Oui, juste sur la gouvernance des filières, je pense que le constat qu'on peut faire, c'est qu'elle... Moi, c'est ce que j'ai vu. Ça s'est honnêtement, ça s'est vraiment complexifié et c'est beaucoup moins stable et c'est plus administré. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a pas mal autour de la table qui sont dans les comités des parties prenantes, les CIFREP, on a les OCA maintenant, organismes coordonnateurs. On a la supervision de l'ADEME, on a le censeur d'État. Donc en fait, on a un système. Et alors moi, pour rebondir sur ce que tu dis, ce que je trouvais même de mon temps, effectivement, c'était parfois plus partenarial. Voilà, finalement, entre les acteurs. Et moi, je trouve que dans le rôle de chacun, je ne pense pas que ça amuse l'État de tout définir. Et je pense que, franchement, il y a des gens hyper compétents dans les services de l'État, mais on leur demande parfois des trucs de valider chez nous. Tout. Mais tout. D'ailleurs, si on prend la gouvernance de Citeo, la seule décision qui est prise sans droit de regard externe, sans passer par les CPP et sans validation de l'État, c'est ma nomination. Et du coup,
c'est là où peut-être il faut qu'on revisite, parce que je pense que ça n'arrange personne. Ça n'arrange pas l'État qui finalement est plus là pour fixer un cadre, des objectifs et nous taper dessus si on n'atteint pas les objectifs. Je pense que les acteurs qui sont autour de la table, collectivités, etc., en termes de bande passante, etc., trouvent de temps en temps que finalement on passe beaucoup de temps, et donc c'est peut-être moins responsabilisant. Là où on aurait peut-être besoin de clarifier ça et du coup de le simplifier. Et nous, quand on a vu le sujet de l'autorité de régulation, alors moi je ne suis pas un spécialiste des autorités de régulation, mais et on a tous dit, si ça permet de simplifier, de sécuriser et de responsabiliser, why not? Merci. Alors, on va prendre des questions dans le public. Monsieur, bonjour. Oui, rebonjour encore Olivier Guichardaz. 2 questions pour Joanne Lecomte. Vous avez dit, alors si je cite les chiffres de mémoire, vous êtes passé de 700 millions d'euros de contribution à 1,2 milliard, et vous avez dit qu'en gros, les tonnes n'ont pas suivi en proportion. Alors, on sait bien que chaque tonne qu'on va chercher en plus, elle est toujours plus chère que la précédente. Est-ce que ces 500 millions d'euros en plus sont dus uniquement à cet effet-là, ou est-ce que vous voyez d'autres facteurs de ce renchérissement, et si oui, lesquels? Et autre question, vous avez dit que vous respectez 97% des environ 200 obligations qui vous sont imposées. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots des 3% que vous ne respectez pas? Ça m'intéresserait. Et puis juste un petit clin d'œil, conseil consommation pour Joanne Lecomte. Oui, il y a les conseils des vendeurs, mais il y a aussi les étiquettes, vous savez, les catégories A, B, C, D, etc., à la fois pour l'impact environnemental et pour la réparation. Et ça, c'est assez utile. On a le droit d'être plus intelligent que les vendeurs. Voilà, donc les 2 premières questions, c'était pour Jean Ornin de Citeo. Sur le passage du 700 millions à 1,3 milliard, en fait, il y a plusieurs choses. La première, sur l'activité recyclage elle-même, on est passé à peu près de 650 millions à 1 milliard. Là, c'est l'augmentation de ce qu'on appelle les coûts de référence. C'est la négociation qu'on a supervisée par l'EDA sur ce qu'on paye aux collectivités. Il y a les tonnes. Parce que finalement, quand on progresse, on a plus de tonnes, et plus il y a de tonnes, plus on paye, il y a nos limites. Et puis par ailleurs, il y a l'ensemble des autres obligations. Donc j'ai parlé du déchet abandonné, j'ai parlé des investissements sur l'emploi, sur le hors-foyer, etc. Donc en fait, c'est ce mouvement-là, effectivement, qu'on a vu, et voilà. Et l'année prochaine, ce sera du même acabit. On va encore augmenter les charges à couvrir à peu près de 25%. Donc, et honnêtement, après, on est tous ensemble. Moi, j'ai en face de moi du coup, les entreprises en responsabilité, qui sont parfois d'ailleurs des élus aussi, en fait. Parce que on est tous dans le même bateau. Voilà. Mais effectivement, c'est une pente qu'on n'a jamais connue. Voilà. Et finalement, où la question qui est posée par Antoine, qui est posée par pas mal de gens, est-ce que finalement tout ça c'est bien efficient? Voilà. Ou est-ce qu'il faut peut-être revoir ces équilibres pour essayer de le réviser, ce qui, encore une fois, n'est pas anormal et qui ne veut pas dire qu'il faut jeter tout ce qui a été créé par nos prédécesseurs, parce que franchement, ils ont une super bonne idée. Merci. J'ai pas et les répondu. 3%, Non, les 3%. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est vrai que je me suis beaucoup intéressé au fait. On a ces contrôles tous les 2 ans qui sont réalisés par des tiers indépendants pour vérifier qu'on atteint bien nos obligations. J'avoue ne pas savoir où sont les 3%. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que même si on voit 3%, on s'attaque au sujet pour arriver au 100%, qui est quand même l'objectif général, au-delà du 100% économie circulaire qu'on vise tous. Merci. Bonjour. Bonjour. Nathalie Mailloux, moi je suis consultante sur le sujet de réemploi-réutilisation. Parce qu'on a très focalisé le bilan de la loi AGEC sur les REP. Il y a des tas d'autres choses dans la loi. Mais pour rejoindre la question du consommateur, parce que moi la question qui me pose sur l'efficience justement des filières à REP, qui sont un maillon, je pense indispensable, mais un maillon parmi tant d'autres, c'est quid des réglementations parallèles sur les produits rentrants sur notre territoire, qui sont de qualité moindre pour beaucoup. Il y a un réel problème aujourd'hui là-dessus, sur leur capacité de recyclabilité. On peut mettre toujours plus d'argent pour la collecte, mais si à la fin le produit, on a du mal à en faire quelque chose parce qu'il ne respecte pas les mêmes critères que le territoire sur lequel il doit être traité parce qu'on l'a consommé là. Et donc sur des lois qui
qui interdirait l'entrée de certains produits sur notre territoire, quitte, pour rejoindre la FNE, à ce qu'on ait moins le choix de consumérisme dans les magasins. Avoir moins de choix aujourd'hui, je ne pense pas que ça nous empêcherait fondamentalement de vivre. Et donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites en parallèle sur d'autres réglementations? C'était la question. Merci. Qui souhaite répondre? René-Louis? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre totalement. Je sais que, en fait, il y a un marché. Alors, je ne sais pas si l'allusion aux produits qui rentraient sur les territoires étaient des produits réemployés, parce qu'on a beaucoup, par exemple, de smartphones réemployés qui rentrent sur le territoire français. Ils viennent notamment des États-Unis et ils ont une deuxième vie en France. Bon, c'est un comportement, je pense, qui est... D'abord, c'est commercial, ça c'est important. Je veux dire, il y a un aspect dans le réemploi. Je veux dire, le réemploi est souvent cité comme étant une solution, je dirais, qui relève de l'économie circulaire. Moi, je suis un petit peu plus prudent sur la notion de réemploi, dans le sens où, je ne sais pas si vous prenez un site comme Vinted qui permet de revendre ces... Non, mais ce n'était pas le sens de ma question. Okay. Moi, je parlais des produits neufs. Vous vous retrouvez en tant qu'éco-organisme à gérer du produit neuf. Sur le produit neuf, dans ce cas-là, il faut poser la question à Mme Ruyoton, parce qu'il y a des lois, il y a un marché, notamment des lois européennes qui sont assez contraignantes sur la liberté de vente des produits en Europe. Je sais, par exemple, il y avait le problème des cigarettes électroniques, jetables, tout le monde aurait adoré interdire ce produit. Alors, je ne sais pas où est-ce que ça en est. Peut-être vous avez des informations? Non. Mais c'est très compliqué, effectivement. On ne sait pas interdire les produits. L'outil qui est mis en place sur le sujet, c'est ce que j'appelle la supermodulation. Donc, c'est quelque chose qui figure dans la loi AGEC. C'est de mettre une modulation qui est de l'ordre d'une dizaine d'euros. Alors, il y a un dispositif qui va être mis en place d'ailleurs sur l'année prochaine, 2025, où il y aura des bonus de l'ordre de 20 euros, par exemple sur des smartphones, basés sur l'indice de réparabilité. Alors, et ça, c'est un signal fort qui oriente la consommation. Donc, on peut imaginer un malus pour une somme équivalente, qui empêcherait quasiment la vente d'un produit. Donc ces dispositifs existent. À nouveau, moi je suis assez prudent sur ces choses-là parce que, à nouveau, je préférerais qu'on ait une société qui d'elle-même comprenne finalement que certains comportements sont disons-le, asociaux ou anti-environnementaux et qu'il faut les éviter, plutôt que se retrouver dans une société où on finance, où on achète le bon geste de tri. Merci René. Donc, je suis assez prudent là-dessus. On va essayer de faire des réponses plutôt condensées pour qu'on prenne le plus de questions possible. On a une question au premier rang et Jean, vous allez réagir. Allez-y Jean, oui. Ah oui, pardon. Alors je vais parler pour l'emballage ménager par rapport aux importations. Celui qui a la responsabilité de l'emballage, c'est l'importateur, le distributeur. Donc en fait, la responsabilité, elle est portée par lui. Là, je vais parler pour le domaine de l'emballage. Pour le coup, la loi française est très bien faite là-dessus. Voilà. Après, il y a d'autres sujets d'importation de granules, de plastique d'Extrême-Orient, etc., qui pourraient poser d'autres questions, mais ce n'est pas la question. Merci. Une question. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Guilain et Chasserio, Veolia. Alors, deux questions, en fait, ou deux interpellations à notre panel. Qui m'a peut-être plombé un peu l'ambiance. Une première sur une réalité, c'est celle de la masse de déchets plastiques qui envahit notre économie et qui fait que nos performances de recyclage stagnent parce qu'on a des volumes de plastique mis sur le marché qui n'arrêtent pas d'augmenter. 4 chiffres, 6 millions de tonnes de produits plastiques mis sur le marché chaque année, 4 millions de tonnes de déchets plastiques produits chaque année, 1 million de tonnes qui rentrent dans les centres de tri, industriels ou ménagers, 600 000 tonnes qui sont vraiment recyclées en France. Je mets de côté l'export. Donc entre les deux, on a quand même 3 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont considérés, alors j'allais dire soi-disant comme erreur de tri, mais qui sont quand même à la base liés à la mauvaise conception de tous les produits plastiques qui sont mis sur le marché. Et qu'est-ce que ça devient? De l'enfouissement ou du stockage. À la limite, tant mieux, ça ne fait pas de CO2,
Ou sinon, c'est de la valorisation énergétique, et après, on va nous dire, vous faites du CO2 fossile. Le projet d'extension des quotas carbone aux UVE, aux unités de valorisation énergétique de déchets, c'est potentiellement 430 millions d'euros de plus pour les collectivités locales. Donc on a 3 millions de tonnes de plastique qui, demain, peuvent devenir des déchets orphelins. On les met sur le marché et on ne performe pas sur l'amélioration de la recyclabilité de ces produits-là. C'est quand même, personnellement, si je veux le mettre, si je suis dans ce métier, c'est parce que j'ai des convictions environnementales, je trouve ça choquant. Quand on parle d'économie circulaire, je trouve ça choquant qu'on ne mette pas ce sujet sur la table. Ce sujet des plastiques. Je prends l'autre, donc on a des sujets d'éco-conception, d'éco-recyclage, d'éco-design. Je passe le sujet des piles qui nous posent des incendies en permanence. De l'autre côté, on parle d'économie circulaire. 46% de ce qu'on produit en recyclé sort de France. On ne sait pas recycler de cuivre en France. On n'a pas d'aciérie de cuivre en France. Ça va chez Eurubis, ça va chez d'autres, en Allemagne, en Europe, tant mieux. On va dépenser 1 milliard sur une aciérie très connue, tant mieux, elle reste en France, pour décarboner une aciérie. Demain, cette aciérie, une fois qu'elle aura reçu tout son argent public, elle ne consommera que 10% d'acier issu du recyclage. Elle n'en consommera pas plus. C'est quand même étonnant. Voilà, donc moi je m'étonne. L'Europe dit les constructeurs de véhicules doivent utiliser en 2030 25% de plastique recyclé. Aujourd'hui, ils sont déjà en train d'essayer de démonter cet objectif. Donc je me pose la question et je vous interpelle en me disant, mais comment cette fameuse économie circulaire, comment on va y arriver dans ces conditions-là? Voilà, pardon, je suis un peu pessimiste, hein, mais ça me préoccupe. Merci. Alors, je ne sais pas si on peut vous livrer un peu d'optimisme. Ouais, très brièvement. Très vite. C'est précisément parce que Jean Ornin dit qu'il a augmenté ses contributions, ses barèmes de 25% par an. Sur les filières, les nouvelles filières, les filières équipements électriques, c'est pareil. Hein, on est dans des augmentations colossales au niveau du prélèvement des contributions. Donc la question qu'on se pose, c'est comment c'est l'efficience de cet argent. Comment se fait-il que autant de financement donne un résultat que vous décrivez comme aussi mauvais, en fait. Hein. Et c'est pour ça que j'appelle de mes voeux, finalement, cette notion de stratégie industrielle. Et quand on nous donne des objectifs, peut-être c'est parce que les objectifs, et c'est ça vos sujets, ne sont pas tous exactement les bons. Nous, on nous demande, surtout à Jean, on lui demande simplement de financer selon un barème un certain nombre d'opérations sur le terrain en France. Nous, on est un peu plus libre, mais pas sur les fonds réparation, par exemple. Le fonds réparation, on soutient, on donne de l'argent aux réparateurs. On est dans des situations où on a fléché des sommes qui sont importantes sur des dispositifs dont la preuve environnementale, n'est pas totalement établie. Et c'est ça que j'appelle de mes voeux, c'est ces fameuses analyses d'impact qu'on peut faire en permanence. Nous, on a accès directement à l'information, qu'on puisse, éventuellement réévaluer certains objectifs, les corriger de manière à résoudre ces problèmes. On écoute Antoine Bousseau, puis on prend des questions SMS. Alors, plusieurs réactions aux interventions, et merci Guilain sur ce focus. En fait, tout ça pour se dire qu'on a vraiment un vrai problème grave de gouvernance de ces filières-là. Je dois dire que j'ai du mal à respirer quand j'ai entendu que les éco-organismes considéraient que le problème des éco-organismes était les REP. Enfin, vu de chez nous, les REP égale éco-organisme. C'est-à-dire que le fait que la REP ait décidé quelque chose, pour moi, c'est l'éco-organisme qui est d'accord. Le fait que j'entende que les cahiers des charges ne sont pas bien faits et donc on ne va pas assez loin dans la performance parce qu'on ne nous le demande pas, ok, mais ça veut dire que même moi, ça, je ne sais pas. Et donc ça veut dire qu'il faut complètement réviser nos stratégies, effectivement, par filière. Et je pense qu'il faut qu'on fasse chacun son job. Je ne crois pas, que ce soit clairement dit ici et entendu, que les éco-organismes sont capables de reprendre la filière industrielle de recyclage. Or, quand je vous entends, il y a cette vision de « on a besoin de travailler avec vous pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire, jusqu'où on peut aller, etc. » Chacun fait son job. Vous mettez en place des filières extrêmement puissantes de financement, de collecte, de massification. C'est ça le point fort d'une REP. Je rappelle entre nous la REP financière. Elle est extrêmement puissante.
Parfois, la capacité de recyclage est simple, etc., vous pouvez l'intégrer, mais quand c'est complexe sur l'amont, éco-conception, je veux dire quand même, tout le monde s'est surpris sur le scandale du pot de yaourt. Enfin, le pot de yaourt, nous, on a tiré la sonnette d'alarme il y a 10 ans, en disant, désolé, vous êtes en train de sortir un pot de yaourt en polystyrène, et on ne sait pas le recycler, et Danone et d'autres étaient très fiers de ce pot de yaourt, ou la bouteille de lait opaque, la fameuse bouteille blanche, parce qu'il y avait du noir de carbone dedans, était très complexe à recycler. Sincèrement, on ne peut pas continuer comme ça. Je pense que, quand même, la mission d'évaluation des REP l'a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Ce serait un gâchis énorme de ne pas utiliser les conclusions de cette mission, en particulier pour arriver à mettre en quelque part une instance de régulation des filières REP, dans lequel, qu'on soit clair, on n'a pas du tout l'intention de prendre le pouvoir. On veut juste être entendu comme sachant et industriel du monde du recyclage. Merci. On ne va pas refaire le débat, je vous inviterai à le refaire entre vous. J'aimerais qu'on enchaîne avec des questions SNS et ensuite qu'on parle vraiment des voies d'amélioration pour une économie qui soit encore davantage circulaire. Et je vous inviterai à réagir, Madame la députée. Oui. Je vous en prie. Une réflexion qui rebondit sur la réglementation, la surréglementation et tous les arrêtés. Il y a plusieurs REP qui se mettent en place. Une qui s'est déjà mise en place, c'est la REP Mégo avec Alcom et la REP Chewing-Gum. Donc on a parlé effectivement de l'efficience des REP. La question qui peut se poser, je pose plutôt à Joanne Lecomte et Madame Rioton, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il ne faudrait pas déjà installer les REP qui sont sur des gros gisements pour pouvoir effectivement que ça fonctionne avant d'aller sur des gisements, ou pour ces deux exemples en plus, on n'est pas sur les mêmes interlocuteurs localement, puisque c'est les directions propreté pour chewing-gum et les mégots généralement, qui ne sont pas les mêmes que les directions déchets. Voilà. Sachant que les grosses REP en plus ont encore de nouveaux gisements qui vont se mettre en place, comme les emballages industriels et commerciaux, donc il y a déjà pas mal de choses à faire. Et je voudrais, avant que vous puissiez répondre, que Cécile Bussière puisse se manifester. Je voudrais qu'elle reprenne la question qu'elle a posée par SMS. Voilà, ok. Alors, on va d'abord prendre la réponse de Mme Rioton et de Joanne. Avec votre interpellation, il se trouve que j'ai lu des SMS et donc du coup, je voudrais juste répondre là-dessus. Dans les SMS, il y a eu beaucoup, on a légiféré depuis 30 ans, il y a eu des lois, enfin, en gros, la surréglementation et la surlégislation, qu'est-ce que vous en faites ? AGEC, c'était 2020. Nous, on en a fait l'évaluation donc au printemps 2024. Je ne sais pas si vous vous souvenez, comme vous étiez beaucoup à être auditionnés, tout le monde venait vers nous en disant AGEC 2, on est prêt, on est prêt. Moi, j'ai tué ça tout de suite en disant nos opérateurs, nos metteurs en marché ont besoin de lisibilité. Donc, l'objectif, c'est que je trouve que la structuration même de AGEC, le fait d'avoir mis des objectifs et d'être finalement centré sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur des objectifs de résultats, permet de dire on garde la trajectoire et en même temps ne nous interdisons pas d'être intelligents, soit par des lois de finances qui arrivent de façon annuelle, soit de point de vue réglementaire pour ajuster. Donc il me semble que la loi AGEC, elle fixe le cap et qu'elle répond aux besoins de stabilité qui est quand même partagé par l'ensemble des acteurs. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas satisfaisant puisqu'on n'est pas au résultat. Donc du coup, sur la question des REP et comment aller, il y avait aussi un SMS qui me disait est-ce que vous allez sur l'interdiction, des choses comme ça. Je suis en train d'anticiper sur la consommation. Pour moi, il y a encore des leviers qu'on n'a pas suffisamment mis en œuvre. Et pour rester assez généraliste, je trouve que les dispositifs structurants sont là, mais que la façon dont tout un chacun s'en saisit n'est pas suffisant. Permets-moi, Johan, d'avoir un désaccord avec toi. Franchement, les consignes de tri, on s'en fout. À partir du moment où on a la conscience de vouloir le faire, en fait, le problème, c'est le changement de comportement. Moi, si je vais dans le nord de là, je vais chercher l'info parce que j'ai la volonté de faire bien. Et en fait, la difficulté qu'on a, c'est le changement du comportement des consommateurs. Et puis, j'ouvre une autre chose dont on n'a
pas encore parlé, c'est quand même le changement de consommation par rapport à de la réduction. Le mot sobriété, quelquefois, est un gros mot. Moi, ça ne me pose aucun problème. Quand on va parler des ressources, il y a pour moi un champ d'investigation sur la question du changement de consommation et du changement de comportement qui nous est propre à chacun d'entre nous, indépendamment de ce que les metteurs en marché vont faire, de ce que les opérateurs vont bien faire. Enfin, je veux dire, voilà, on a quand même un problème de changement de comportement. Et moi, j'ai pas de problème avec le sujet culpabilisateur. Là, hein. Franchement, on a tous des expériences partout avec des comportements qui sont pas OK. Donc, moi, amender des comportements qui seraient pas OK de ce point de vue-là, bah, allons-y. Et ça passe pas par la loi. Johan ? Ça fait beaucoup de sujets là. Bon, très rapidement, effectivement, je pense qu'on a un vrai sujet de mobilisation. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que le bac il soit rose, vert ou jaune, c'est pas très grave. Si on est un peu intelligent, on se débrouille, hein, on y arrive. Malgré tout, c'est quand même facilitateur. Et tout à l'heure, quand j'intervenais sur la consigne de tri, c'était plutôt pour dire que quand on a créé Éco-emballage en 93, il y a eu un gros effort de communication auprès des habitants pour expliquer, faire comprendre, motiver, etc. Et on a développé beaucoup d'emplois, de contacts locaux pour faire ce travail. On est donc plus de 30 ans après. On se rend compte d'abord que ce n'est pas complètement passé, alors qu'en fait, ce sujet-là est aujourd'hui quand même, en général, un peu traité à l'école, que toutes les générations en ont entendu parler. Donc on peut s'interroger sur pourquoi, finalement, on ne passe pas du concept à l'acte. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a développé les REP en quantité. Et c'est bien, hein. Moi personnellement, je vais reparler des mégots après, hein. Mais je trouve ça très bien. Par contre, je ne comprends pas l'effort de mobilisation, il n'est pas à la hauteur aujourd'hui. On ne dépense pas assez d'argent pour, et je ne parle pas de campagne télé, Moi je pense que la vraie communication, elle se fait en B2B, sur le terrain, avec des ambassadeurs du tri, si on les appelle comme ça, mais on peut les appeler autrement, on s'en fout. Mais qui vont aller effectivement expliquer, et pas seulement expliquer les consignes de tri des emballages, mais tout simplement tous les bons gestes de bon sens en matière de tri et de recyclage. Et je pense que chacun est en mesure aujourd'hui de l'entendre et de le comprendre. Alors après, effectivement, on est en face d'une dualité entre, effectivement, tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire oui, la transition écologique c'est important, et puis en pratique, on n'y est pas. Mais comme je le disais, il y a aussi l'effet du grand commerce qui, aujourd'hui, ne joue pas le jeu. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, et tant pis pour eux. Moi, je dis, le grand commerce ne joue pas le jeu. Et encore une fois, faites vos courses, que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, vous verrez bien que rien n'incite à ne pas consommer n'importe comment. Et je pense que tant qu'on n'aura pas fait un effort important là-dessus, donc à la fois auprès des usagers, avec des vraies campagnes d'explication, de sensibilisation, etc. Et puis un effort côté commercial et publicitaire pour arrêter. Enfin, regarder la télé, ça ne m'arrive pas souvent, mais quand j'ouvre la télé, moi je suis effaré par les publicités. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc je pense qu'on a un vrai travail, peut-être un travail législatif. Alors je sais qu'il existe déjà des règles en matière de publicité, hein, mais je pense qu'il faudrait les durcir. Enfin, c'est pas possible de continuer comme ça. Maintenant, pour revenir 2 secondes aux mégots et au chewing-gum, alors je ne suis pas un spécialiste du chewing-gum. Par contre, j'ai mis le doigt quand même dans la REP mégot, et c'est pour ça que tout à l'heure, je taclais, entre guillemets, le fait que toutes les filières n'aient pas, entre guillemets, la responsabilité de la fin de vie de leurs produits. Typiquement, c'en est une où je pense qu'on n'est pas allé au bout. Alors, c'est une jeune filière, elle est très jeune, elle n'a pas beaucoup d'années d'ancienneté, elle est fragile. Pour autant, moi, je considère que la responsabilité des metteurs en marché des mégots, des cigarettes, elle doit aller jusqu'à la fin de vie des mégots, et c'est à eux d'assumer le coût et la solution pour éliminer ces déchets en fin de course. Et pour moi, il n'y a pas de petite et de grande REP. La pollution par les mégots, elle est quand même très importante.
Alors après, les chewing-gums, je connais moins, mais j'ai quand même entendu beaucoup d'amis élus me dire « Oh là là, c'est une calamité, ça coûte une fortune, on n'arrive pas à les décoller. » Enfin bon, bref. Donc, ouais, il faut que je fasse court. Donc, voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de petite et de grande. Pour moi, il faut traiter. Quand on identifie un sujet, il faut le traiter. Voilà. Merci. Brièvement, Jean, et puis on va prendre la question qui est en haut. Et ensuite, juste, on est à 5 minutes de la fin. Donc, soit on me dit dans mon oreillette qu'on a un petit peu de rap, soit on devra s'arrêter là. Sinon, on vous invitera à faire une petite conclusion rapide. Jean, brièvement, puis la question à suivre. Oui, alors c'est juste une petite réaction par rapport à ce que disait Antoine tout à l'heure. Enfin, j'ai pas dit le cahier des charges sont nuls, etc. J'ai dit en fait, on a besoin de faire bouger les lignes de la filière. Donc en fait, je vois pas trop ce qui est problématique là-dedans. Et je suis contre l'immobilisme. Et après, à chacun, vous l'avez dit, à chacun sa responsabilité. Et moi, ma responsabilité, c'est la responsabilité élargie du producteur. Et on vient de rappeler ici, en long, en large, en travers, que c'est une responsabilité, il faut l'exercer. Vous êtes opérateur, vous faites votre métier. Et je vais rejoindre ce que dit. On n'y est pas sur les plastiques. Vous avez raison dans ce que vous avez dit. Mais qu'est-ce que je suis content pour mes pots de yaourt, là, dont on parle depuis longtemps, d'avoir contre l'immobilisme, et je suis désolé, on a eu 2 recours des associations d'opérateurs pour nous dire « vous touchez pas aux pots de yaourt ». Vous touchez pas ça, c'est pas chez vous, c'est la matière, c'est chez nous, etc. Pour les prendre, les massifier, monter des centres de surtri, signer avec des opérateurs d'ailleurs pour les surtris, il y en a dans la salle, et de se donner un espoir d'avoir une filière de recyclage, parce qu'on n'y est pas. Donc il y a un moment, c'est là où je dis, bah oui, on se sent responsable. Et quand on se sent responsable et qu'on veut être responsable, à un moment donné, on se dit, bah écoutez, moi je veux mettre en place les moyens qui sont propres à ce que j'atteigne ma responsabilité, mes objectifs. Enfin, sinon, encore une fois, je vais continuer à payer. Voilà. Mais ici, on vient de se dire, la REP, ce n'est pas une obligation de payer, c'est une responsabilité. Donc, s'il vous plaît, de temps en temps, voilà, laissez-nous l'exercer, et on ne peut le faire qu'avec vous. Parce que si vous n'avez pas de business model, bah, vous ne serez pas là. Et si vous n'êtes pas là, bah, on n'y arrivera pas. Et avec les collectivités, c'est la même chose. Chacun a des enjeux. On est des partenaires. Et donc, il y a une responsabilité des producteurs, et il y a des vrais partenaires qui sont les collectivités, les opérateurs, et un État qui essaye d'organiser tout ça, honnêtement, du mieux qu'il peut, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et il faut aussi parce que moi, je les vois bosser aussi, ils sont pas en reste non plus, les services de l'État, il faut pas les oublier. Voilà. Mais appeler à un moment donné à ce que finalement, on simplifie un peu, finalement, on se refocalise sur les objectifs, on clarifie le système de jeu, c'est pas de dire que ni tout va bien, ni tout va mal, mais qu'on a encore du boulot. Merci. Oui, Johan, si tu veux pas voir de publicité, tu regardes Arte. Donc là, on va passer aux biodéchets. Bonjour, Cécile Bussière, en charge du plaidoyer au réseau Compost Citoyen, qui travaille depuis 15 ans sur la prévention, la gestion de proximité des biodéchets, donc notamment sur le compostage. C'est peut-être bien d'aborder peut-être tout enfin la partie biodéchets de la loi AGEC, parce qu'effectivement, on parle beaucoup des REP, on parle beaucoup, et peut-être pas trop assez des plastiques. Et sans oublier que la loi AGEC a imposé au 1er janvier l'obligation du tri à la source des déchets alimentaires et des déchets verts. Moi, ma question tout à l'heure, c'était sur les objectifs chiffrés en fait, qui manquent dans la loi, parce qu'effectivement, la loi oblige les collectivités à mettre en place une solution. Maintenant, au-delà de ça, et c'est ce qu'on saluait dans le rapport, dans votre rapport de la mission d'évaluation, c'est qu'il nous manque un texte plus clair, peut-être plus chiffré en termes d'objectifs pour les collectivités, de sortie de ces volumes de déchets alimentaires et de déchets verts des ordures ménagères. Et dans vos recommandations, Madame Rioton, vous aviez effectivement cette idée qu'il faut un texte plus contraignant, et c'est ce que le réseau porte avec d'autres acteurs des filières biodéchets. Et je tiens à préciser qu'on a dans nos adhérents 25% de collectivités, donc il y a aussi des collectivités qui souhaitent avoir des objectifs chiffrés plus clairs de détournement, parce qu'aujourd'hui, sur les chiffres de l'ADEME qu'on a, on a 34%, donc un Français sur 3 seulement, qui a une solution aujourd'hui de tri à la source. Donc clairement, on sait qu'il va falloir accélérer. Nous, on veut démontrer aussi que la gestion de proximité, c'est à la fois très peu cher et efficace en termes de solutions pour valoriser les biodéchets. Est-ce que vous pensez porter quelque chose, Madame Rioton, sur un texte, un arrêté peut-être, quelque chose d'un petit peu plus contraignant que la circulaire qu'on a actuellement? Merci. Merci beaucoup, Madame, pour votre question. On va demander à
à Madame la députée de vous répondre et puis de conclure en même temps. Je m'excuse auprès de nos intervenants et également auprès de la salle qui aimerait vraiment continuer cet échange, mais on me demande impérativement d'arrêter à 12h30. Il est 12h30 pour que vous preniez le temps de déjeuner ensemble et de poursuivre les débats entre vous et enchaîner ensuite avec l'après-midi qui commence à 14h. Madame la députée, je vous en prie. Dans notre rapport, le sujet de la donnée, le sujet des objectifs a été vraiment au cœur de nos interrogations et j'ai aussi repris dans ce rapport-là les travaux du CNEC qui avait une commission particulière sur l'évaluation. Et donc, je ne suis pas sûre que ça fasse l'objet d'un texte. Moi, j'ai plutôt envie de vous répondre sur mon intention et mon état d'esprit. C'est-à-dire que partout où on n'est pas suffisamment efficace, c'est un peu la teneur de nos débats ce matin, c'est-à-dire que d'avoir une orientation résultat, moi je pars du principe qu'il faut objectiver, qu'il faut être d'accord sur la façon dont on collecte les données, sur la façon dont on évalue les critères clés de succès, les indicateurs. Donc oui, pour objectiver partout, puisque dans le contexte actuel dans lequel on est, c'est mon collègue Jean-Michel Buff qui rappelait qu'on allait bientôt être taxé 1,5 milliard par l'Europe. Donc, tant qu'à faire, soyons efficaces sur notre argent public. Donc, oui pour évaluer, oui pour mieux objectiver. Et effectivement, avoir une trajectoire de sortie des déchets, c'est un objectif. S'il faut faire un texte, je suis évidemment disponible. Il ne vous aura pas échappé que je suis plutôt identifiée sur ces questions-là et assez proche de la ministre, donc on ira. Ma question, c'est toujours soyons minimalistes, parce que je crois que la surenchère ne sert personne. Soyons prévisibles et puis en même temps, soyons courageux. Donc moi, j'ai un mot, c'est orientation, résultat, et on continue l'évaluation. Merci beaucoup à nos intervenants, Véronique Ruoton, René-Louis Perrier, on peut les applaudir. Jean Ornin, Antoine Bousseau, Joanne Lecomte, un grand merci à toutes et à tous. C'est l'heure de déjeuner, donc bon appétit et vous avez rendez-vous à 14h ici même pour parler high-tech et déchets et à 15h30 empreintes et déchets. Bon appétit, excellent cocktail déjeunatoire.